Dieux et démons, le combat entre Loki et Ymue commence dans ce chapitre qui va continuer sur sa lancée de révélations en tout genre. Ymue va quand même dévoiler de nouveaux pouvoirs qui vont nécessiter pas mal d'analyses, comme sa mystérieuse épée Némésis, ainsi qu'une petite case de flashback avec le grand et l'unique Joy Boy. Ils se connaissaient et étaient même en plutôt bons termes. Vous allez voir que j'ai peut-être carrément trouvé l'origine de leur discussion et vous allez pas en revenir. Plutôt que de résumer le chapitre, analysons point par point tous les sujets dès maintenant et si au passage vous voulez laisser un petit like, alors merci à vous et commençons. C'est Loki qui va ouvrir le bal. On a pu découvrir tout le long de ce chapitre l'étendue de la puissance du prince maudit des géants avant sa transformation en Nidhogg et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est à la hauteur de sa légende. La vache, je suis pas étonné qu'il puisse un peu combattre Ymue, mais je pensais pas qu'il allait autant représenter un tel adversaire. Il a encaissé les coups et le lui a redonné, allant même jusqu'à blesser le démon incrusté dans l'arbre d'Adam, et tout ça, comme je le disais, sans même se transformer en Nidhogg. Il le fera quand même à la fin, mais voilà, incroyable. Ça sent plutôt bon pour les protagonistes du coup, non ? Peut-être qu'ils vont survivre et réussir à repousser Ymue. Les gars, je dirais que je suis pas du tout avec vous sur ce côté-là. Ça signifie tout sauf une victoire écrite de Loki ou de Luffy. Déjà car Luffy n'aurait pas besoin de se régène et de vouloir combattre à 100% comme il le dit, donc c'est bien que même en forme Nidhogg, Loki ne parviendra pas à mener son combat à bien et finira par être acculé à un moment ou l'autre. Mais aussi et surtout car on n'a rien vu de toute l'ampleur des pouvoirs d'Ymue qui ne peut pas venir ici pour se faire fumer comme ça. Là c'est comme quand Luffy cognait Kaido au début de Wano, on se disait mais waouh, il y va fort, il y a moyen. 2 cases après, il était au sol. C'est typique de chez Oda nous faire croire un avantage des protagonistes pour que tout l'inverse se produise juste après. Même Luffy se battant à 100% n'y parviendra pas parce que s'il arrive à vaincre Ymue maintenant, alors il n'aurait pas besoin de devenir plus fort et le manga sera terminé. Voilà. Ymue, lui, est déjà au sommet de sa puissance, un power-up peut avoir lieu, il va avoir lieu, mais il n'a plus rien à apprendre. Luffy, si, et c'est un sujet qu'on va aborder plus loin dans cette review. Donc très belle scène de combat, vraiment rien à redire, mais tu ne mourras pas Oda, ils ne gagneront pas, j'espère qu'ils ne gagneront pas. Bon, c'est pas tout, mais Ymue a quand même créé une lame plutôt sympatoche, non ? Parlons de Némésis ou du moins de l'étymologie de ce nom. C'est à l'origine un terme que vous devez sans doute bien connaître puisqu'il a tendance à représenter dans notre modernité un ennemi juré, un adversaire principal, celui qu'on croyait être Barbe Noire pour Luffy avant l'arrivée de Ymue par exemple. Mais c'est aussi et surtout en fait une divinité grecque. Némésis est la déesse personnifiant la colère des dieux et le châtiment céleste ou bien encore le rythme du destin. Elle est aussi la fille de Nyx, la déesse de la nuit, ou dans certaines versions celle d'Océan et de Thétis, des divinités maritimes. On lui accorde de nombreux symboles dont l'épée ou le fléau, en somme. Elle exécute la justice et venge les crimes. Voilà. En ayant tous ces éléments en tête, c'est donc un nom plutôt intéressant qu'Oda a donné à cette arme, déjà pour son symbole d'équilibre, ce qui me semble étonnamment recherché, bien que de la mauvaise manière, mais aussi pour son lien avec le destin. Le fameux destin inévitable et immuable que Ymue semble craindre et vouloir esquiver, notamment dans le retour de ce qui pourrait être son plus grand rival, Joy Boy, son Némésis. Ces symboles d'épée ou de fléau sont assez représentatifs des pouvoirs démontrés par Ymue aujourd'hui, pareil du côté de ses origines. Si Némésis est l'enfant de Nyx, alors elle est aussi la sœur de Eris, la déesse de la discorde et prénom de la femme de Chebek, une femme que Ymue a voulu tuer à travers le Domi-Reversi de Chebek en vain, et comme vous me l'avez fait remarquer, un nom qu'on pourrait retrouver dans son pentagramme apparu au chapitre 1150. Si Némésis est l'enfant d'Océan et de Thétis, les divinités maritimes, alors ça nous rappellera fortement le principe des pactes d'Ymue basés sur les profondeurs maritimes et l'éventuel lien que ce personnage pourrait avoir avec les abysses, notamment quand sa forme monstrueuse dans la fresque d'Elbaf semble émerger de l'eau au milieu des bateaux. Ce qui est intéressant également, c'est que là où je pensais que le latin serait récurrent dans les techniques ou attaques d'Ymue, après le Domi-Reversi et le Omen, Némésis est totalement grec, ce qui, ma foi, correspond quand même bien à l'architecture de Marie-Joise, la première fois qu'elle est apparue dans One Piece, avec ses colonnes et piliers typiques de la Grèce antique et du Parthénon, ou plus récemment de l'architecture de Shangara, le temple des chevaliers divins. Alors, que tirer de tout ça ? Moi ça me donne quand même l'impression que c'est une arme dont l'histoire et le sens s'ancrent directement à l'époque et aux événements du siècle oublié, donc difficile d'y donner une vraie interprétation pour le peu qu'on sait. Par contre, quand la traduction en japonais en kanji de l'épithète de cette épée est aussi la lame céleste du châtiment divin, c'est bien qu'elle n'est pas du tout adaptée au Ymue d'aujourd'hui. On dirait justement que cette lame se moque du concept du divin, qu'elle le critique comme Roger et Shanks avec leur Kamuzari, le trépas divin. Est-ce que Némésis aurait appartenu à un ennemi des dieux d'autrefois, c'est-à-dire des Lunarians ? C'est possible, mais c'est en tout cas pas dans nos recherches habituelles des mythes qu'on trouvera la réponse. Il n'existe pas
pas à proprement parler d'épée légendaire correspondant exactement à ce design, pourtant une fois de plus on voit à quel point Oda est minutieux dans les petits détails. Il fait toujours en sorte de rester cohérent avec l'époque à laquelle Imu est censé appartenir, que ce soit à travers le dialecte ancien qu'il utilise face à Cobra, ou encore avec ce pistolet à silex utilisé contre les géants au chapitre 1150, tout renvoie à un autre temps, un temps ancien, et cette lame n'en fait pas exception. Elle évoque des armes conservées aujourd'hui dans des collections comme celle des Royal Armories de Leeds, une épée de la fin du Moyen-Âge conçue pour être maniée à deux mains, un type d'arme pensée pour percer les armures, briser les côtes de mailles et affronter des adversaires lourdement protégés. Du coup, on peut facilement y voir une référence, une lame capable aujourd'hui de transpercer non seulement la peau d'un géant, mais aussi celle d'un dragon, cette créature réputée dans les légendes quasi invulnérable, sauf face à des armes ou des pouvoirs exceptionnels. Au-delà de l'aspect historique, il n'est pas impossible que cette épée puisse appartenir à la catégorie des Saijo Owasamono, ces 12 lames du tout premier rang, à l'image du Kokuto Yoru de Mihawk, et qu'elle soit même la toute première de cette lignée. Le cas du Kokuto Yoru est intéressant car avant même la sortie du chapitre, les spoils laissaient sous-entendre qu'Imu possédait exactement la même épée que ce dernier, ce qui s'avère être faux aujourd'hui finalement. Oui, c'est une épée longue, mais en comparaison, elle ressemble beaucoup plus à une autre lame apparue dans ce chapitre, l'épée plantée dans Elbaf. Même lame, même garde, même poignée. Désolé, mais Nemesis est un modèle réduit de l'épée d'Elbaf, voire même une épée qu'Imu aurait pu planter ici même. Vu qu'il peut s'agrandir jusqu'à une limite que nous ne connaissons pas encore, il est peut-être à l'origine de cette arme logée dans l'arbre d'Adam. Mais alors il existe deux Nemesis ? Pas forcément comme je l'ai dit, celle créée aujourd'hui par Imu serait une copie en quelque sorte imaginaire grâce à son Omen. D'ailleurs la lame disparaît et semble être fait du même feu que son Omen, et bien là l'un des sujets les plus passionnants de cette review. Le Omen est utilisé de manière très diversifiée et permet à Imu dans ce chapitre d'invoquer deux nouvelles armes. Et là, ça m'a fait un déclic. Avec des nouvelles invocations, je me suis demandé une chose. Comment et pourquoi les pouvoirs d'Imu semblent lui permettre de créer tout ce qu'il veut quand il en a besoin? Et surtout, pourquoi ça passe toujours par le feu, notamment le Omen, cette flamme qui peut exploser, cette flamme qui peut sauver ses chevaliers divins, cette flamme qui peut simplement être tirée sur Zoro, elle peut être enduite sur une arme, sur le pied d'Imu, ou du coup, et comme on l'a vu, invoquer ces mêmes armes. Comment et pourquoi ce pouvoir peut, semble-t-il, tout faire? Eh bien, on dirait que ce pouvoir répond exactement aux mêmes règles que les fruits du démon et même surtout aux règles du fruit de Nika. C'est-à-dire que les pouvoirs de son imagination lui permettent tout ce qu'il désire. Regardez Luffy, il veut attraper un éclair. Il y parvient. Il veut créer une batte de baseball avec un casque et un seau de peinture. Il y parvient. Il veut sortir des lunettes de ses cheveux. Sans problème également. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu d'explication concrète au pourquoi du comment il fait une telle chose, si ce n'est que comme on le pense, par le pouvoir de son imagination et de sa liberté. J'ai l'impression qu'Imu, sûrement grâce ou à cause de son fruit du diable, fait la même chose, que ce pouvoir se base sur le même principe de besoin et d'imagination que celui de Nika. Quand Omen a besoin de soigner, il soigne. Quand il a besoin de tirer, il tire. Quand il a besoin d'exploser, il explose. Et quand il a besoin de créer ou d'invoquer une arme, il invoque. Et le fait que tout ça passe par un pouvoir de feu n'est pas dénué de sens. Quand dans l'hindouisme et le bouddhisme, c'est au feu qu'on confie ses prières et ses vœux. Respectivement, le Homa et le Koma, ce sont les noms des rituels dans lesquels le feu est invoqué et prié pour répondre à n'importe quel besoin. Omen serait donc une sorte de pouvoir divin, voire carrément une entité à part, entière, permettant à Imu de donner libre cours à son imagination, sa propre baguette magique en somme, capable de matérialiser tout ce qu'il souhaite ou de soigner ce qu'il veut. C'est pourquoi l'état d'Imu, après avoir subi l'attaque de Loki, n'est pas inquiétant, car tout comme il a fait pour ses chevaliers divins, le Omen pourrait lui permettre de se régénérer, et c'est ce qui se passerait en début du prochain chapitre. Je pense qu'avec tout ça, on arrive à un moment où on peut se permettre de faire un véritable récap de tous les pouvoirs et capacités d'Imu, parce que même si on n'a pas encore tout vu de lui, à force et depuis des années, quand même pas mal de techniques ont été montrées, et je trouve ça particulièrement important d'en faire aujourd'hui un rappel assez complet. Et on commence par la jeunesse éternelle. Imu semble posséder la jeunesse éternelle conférée par le pouvoir ultime du Ope-Ope no Mi. C'est théorique, mais Imu vivrait depuis plus de 800 ans et seul ce pouvoir est capable d'un tel prodige. C'est une hypothèse également partagée par Ivankov, donc je me permets de le lister dans toutes ses particularités. Imu pourrait donc vivre encore des siècles et des siècles, mais on ne sait toutefois pas quel pourrait être le contre-coup de sa jeunesse éternelle, car en voyant cracher du sang en arrivant sur Elbaf ou garder une forme d'ombre bien plus simple sur Maréjoise, nous sommes en droit de nous demander si, contrairement à son corps, son esprit et son âme, eux ne faiblissent pas après tous ces siècles. C'est bête, mais il faut le noter, Imu possède un fruit du démon. Le vrai pouvoir de son fruit du démon n'est pas nommé ni expliqué, mais tout porte à croire qu'il possède le vrai fruit du démon, car dans son écriture japonaise, Akuma, le mot japonais pour démon, n'est pas écrit en kanji mais en katakana. Globalement, ça laisse sous-entendre que le fruit du démon d'Imu est son véritable nom, comme le fruit de l'humain ou le fruit du dragon. Là, c'est le fruit du démon ou du diable.
si vous préférez. Grâce à ce pouvoir, il semble qu'Imu puisse utiliser des techniques parfaitement démoniaques, notamment des pactes. Dans cette catégorie de pactes, un seul a vraiment été nommé et c'est le Domi-Reversi, une faculté permettant à Imu de conférer en échange d'une partie de l'espérance de vie de sa cible, un corps immortel, une force hors du commun et un esprit démoniaque sans raison ni bon sens. Les géants ainsi que Chebek en ont fait les frais, donc des guerriers au haki et à la puissance phénoménale. Loki et Luffy quant à eux semblent en être insensibles pour des raisons qu'on ignore jusqu'à présent. Bien qu'il ne soit pas nommé comme tel, un autre de ses pouvoirs peut être considéré comme un pacte, c'est celui des abysses. Au nombre de 3, l'engagement des chevaliers divins se fait par le pacte des hauts fonds, un lien basique, suivi du pacte des profondeurs et du pacte des abysses, qui ne semble pouvoir être conclu qu'avec un maximum de 13 personnages et correspondent à un véritable serment envers Dieu. Les pouvoirs conférés sont bien plus élevés, Harald qui n'a eu que le deuxième pacte disait sentir la force inonder son corps, donnant la chair de poule aux membres du Gorosei qui semblent quant à eux avoir subi le pacte ultime des abysses. Lorsque le pacte est posé, rien ne peut empêcher Imu de contrôler le corps et les pensées de son sujet, c'est ainsi que même le puissant Harald n'a strictement rien pu faire pour résister à sa volonté. Gunko ainsi que Saturne en ont aussi fait les frais, tous ceux portant la marque des profondeurs d'Imu sont voués à lui obéir au doigt et à l'œil, si ce n'est pas le cas, Imu en personne se chargera de prendre leur contrôle, même à distance. Le pacte des abysses d'Imu lui permet aussi d'invoquer et de traverser des pentagrammes démoniaques pour se téléporter d'un point A à un point B, et ce encore une fois partout dans le monde en seulement quelques secondes. C'est à ce jour le moyen de déplacement le plus rapide de tout One Piece et qui semble aussi pouvoir être provoqué pour invoquer des chevaliers divins, quel que soit leur désir à ce sujet, comme quand Gunko a invoqué Sommers et Cunningham, qui n'étaient pourtant pas préparés. Imu est capable de communiquer par télépathie avec ses sujets, et ce quelle que soit leur distance, même à l'autre bout du monde, comme en témoignent les ordres qu'il dictait à Harald sur Elbaf, tandis que lui trônait au sommet de Marie-Joise. Shanks l'a très bien expliqué au chapitre 1169 et révélé ses inquiétudes sur la dangerosité d'un tel pouvoir. Au chapitre 1180, Imu a dévoilé des ailes lui permettant de voler à travers tout Elbaf. On ne sait pas si elles proviennent de son fruit du démon ou des attributs d'une possible race à laquelle il appartient, puisque ses ailes ressemblent fortement à celles des Lunarians. D'un autre côté, lors de sa prise de contrôle de Gunko, Imu lui a aussi fait pousser des ailes ressemblant davantage à celles d'un diable que d'un Lunarian. Ces dernières viennent donc sans doute du fruit du démon qu'il possède. Côté Haki, Imu possède très probablement toutes les formes les plus avancées, nous n'avons pas pu encore les découvrir, si ce n'est le Haki de l'observation lui permettant d'anticiper les attaques de Zoro et Sanji, et bien sûr un Haki des rois phénoménal jamais ressenti par personne, capable de s'étendre sur des kilomètres. Dans le même thème, Imu semble dégager une aura démoniaque capable de donner vie à de la matière et des objets inanimés tels que les arbres ou les maisons d'Elbaf, à l'image du Soru Soru no Mi. Lorsque Imu quitte cette zone, tout redevient comme avant, on parle donc bien d'une forme de aura démoniaque qui expulse Imu, peut-être même sans le vouloir. À ce jour, on ne sait toujours pas si seul le bois est sensible au pouvoir d'Imu ou si d'autres objets et éléments pourraient prendre vie. Lorsque Sabo a tout tenté pour sauver Cobra d'une mort certaine face à Imu et au Gorosei sur Marie-Joise, Imu s'est transformé en immense créature d'abord dotée de crocs acérés tel un dragon et ensuite d'une apparence légèrement plus humanoïde tout en étant bien différente de la vraie forme humaine qu'il a dévoilée sur Elbaf. Nous ne savons donc toujours rien sur cette transformation, mais il a une forme encore bien différente. Dans sa forme la plus simple et lorsqu'il prend le contrôle d'un de ses sujets tel Gunko ou Saturne, Imu invoque des tentacules qui ne semblent pas être destinés à blesser mais à provoquer un Domi-Reversi plus puissant, comme ce fut le cas pour Chebek qui était dans un contrôle plus profond que semblaient être les géants d'Elbaf. Encore une fois, ça n'a pas marché face à Luffy et Loki, mais eux aussi notaient le côté indolore de cette étrange attaque. Dans le même principe que ses tentacules, Imu semble avoir la capacité d'étendre ses membres et notamment sa queue de démon, puisque c'est avec qu'il transpercera Cobra, puis Cobra et Sabo. Pour l'heure, on ne sait pas s'il peut étirer ses membres ou autre, mais il révèle dans ce chapitre pouvoir se gigantifier et presque atteindre la taille d'un géant antique, tel Loki. Il pourrait alors étirer ses membres autant qu'il peut s'agrandir, c'est-à-dire à la taille d'un monstre similaire à celui de la fresque d'Elbaf, tenant dans ses mains un soleil et rendant ridicule l'immense taille du géant et du géant antique face à lui. L'une de ces rares techniques nommées et connues depuis le dernier chapitre se trouve être Omen, une flamme noire qu'il invoque et qui a multiples utilisations. Face à Zoro, elle a été utilisée avec précision et simplicité pour le toucher à la tête et le mettre KO. Face à Urudine, Imu encercle la flamme avec ses doigts pour créer une explosion tout de suite plus importante. Ensuite, cette même flamme explosive sera invoquée par le bout du manche de son arme pour viser Gunko bloqué dans la glace. Face à Sanji, les flammes noires du Omen seront enduites sur le pied d'Imu, provoquant là aussi une explosion. D'ailleurs, petite théorie de confirmer du coup, puisque rappelez-vous dans la dernière review, je vous disais ceci. Je pense que cette forme sur Elbaf n'est pas non plus définitive et qu'une transformation encore plus grande lui est possible, le reveal n'est donc pas terminé. C'était juste le
reveal n'est pas terminé, Ymue a bien plusieurs formes, plusieurs tailles et plusieurs apparences comme il nous le montre encore aujourd'hui. Également, Omen aura une utilité plus défensive voire régénératrice. Cette flamme a permis à Killingham et Sommers de retrouver leur force et l'entière disposition de leur corps, tandis qu'aujourd'hui, Ymue stoppe Ragnir en invoquant à nouveau une énorme flamme noire. C'est un pouvoir très, voire même trop, passe-partout pour Ymue qui semble même matérialiser tous ses désirs, lui offrant une nouvelle palette absolument incroyable de capacités, tant offensives que défensives. À travers la possession de Gunko, Ymue a utilisé un livre de sorts, un grimoire dont l'utilité n'est encore pas certaine. Il lui a permis d'invoquer des armes telles qu'un fusil et un poignard, mais il serait étonnant que ce soit sa seule utilité. En tout cas, ce même grimoire est invoqué à travers des flammes, il porte un pentagramme sur la couverture et a de multiples pages, on peut donc lui imaginer un tas d'autres utilités, telles que l'invocation devrait être démoniaque ou corrompue, ou de tout autre objet plus important et massif que des armes. L'invocation d'armes fait d'ailleurs à mon sens le cas d'un sujet à part, car bien qu'Ymue les ait invoquées pour la première fois avec son grimoire, il a montré deux autres moyens de les matérialiser. Le premier, c'est un pentagramme qu'il semble dessiner avec son trident au chapitre 1150 pour faire apparaître des canons. La deuxième, c'est aujourd'hui dans ce chapitre, encore une fois avec son Omen, lui invoquant un fléau et Némésis. Entre le pentagramme, le grimoire et Omen, c'est pas moins de 3 façons qu'Ymue a utilisées pour invoquer des armes toutes plus différentes les unes que les autres. Que ce soit donc un trident, des canons, un pistolet, une dague ou comme je viens de le dire, un fléau et une épée. Et dans ce chapitre, Omen permet carrément de contrecarrer l'attaque frontale de Loki, mais aussi de lui conférer une taille supérieure tout en changeant à sa guise la forme de son arme. Vous vous rendez compte qu'on peut déjà lui assimiler toutes ses compétences pour le peu qu'on l'a vu? C'est assez fou moi je trouve, et c'est que le début. Dans ces 2 derniers chapitres, il n'y a quasiment pas eu une page où Ymue n'a pas utilisé ou montré un nouveau pouvoir. Nous allons passer à la suite, j'espère toutefois que ce récap vous a bien aidé. Finalement, la plus grande révélation de ce chapitre réside dans la confirmation d'un lien entre Ymue et Joy Boy. On savait tous qu'ils se connaissaient, ou du moins on s'en doutait, mais là c'est carrément une sorte d'amitié qui semblait exister entre eux. On voit Joy Boy rire et surtout on voit davantage de son physique, notamment des cheveux bouclés, très ressemblant à ceux de Ace, avec Ymue face à lui, caché sous la même tenue qu'il porte à Marie-Joise. Joy Boy semble lui dire « tu ne trouves pas » ou « n'est-ce pas » d'un ton amusé, donc c'est clairement la continuité d'une phrase dans le style « être le roi des pirates signifie être le plus libre du monde », comme Luffy nous l'a déjà dit, ce qui ferait surtout écho aux paroles d'Ymue sur la domination, l'inverse parfait de la liberté. Pour Ymue, le désir de l'humain pour le pouvoir mène à la corruption, et pour obtenir ce même pouvoir, les humains font des pactes. Quand le pouvoir, la corruption et les pactes se cumulent, alors la domination prend forme, ce qui est toujours pour Ymue le seul vrai secret du bonheur. Pour ceux incarnant le guerrier de la libération, la domination ne peut pas avoir de place dans leur monde, là où pour Ymue, ça incarne avec précision le principe de tous ses pouvoirs. Le pacte des chevaliers divins, de quoi s'agit-il? C'est un désir de pouvoir, donc de puissance, qui mène à la corruption à cause d'un pacte finalisé par la domination du sujet. Harald par exemple avait la besoin non pas forcément d'une puissance, mais de lier Elbaf au gouvernement, représentant un pouvoir politique. Pour ça, il a dû se corrompre à travers un pacte des profondeurs, un pacte qui a fini par le dominer sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Le Domi-Riversi est un petit peu similaire, surtout si on prend les géants. Dans leur fort intérieur, ils vivent avec un besoin de puissance, un besoin de s'élever en tant que guerrier. C'est ce qu'on fait pendant 100 piges Dory et Broggy en se combattant. C'est très probablement ce désir intime ou pas de puissance que le Domi-Riversi met en avant, et c'est peut-être pourquoi Loki et Luffy n'en ont pas été affectés. Luffy ne cherche pas à être le plus puissant, lui il cherche à être le plus libre, et c'est cette liberté qui lui accorde absolument toute cette force qui le caractérise depuis toutes ces années. La preuve, considérez-vous le Gear 5 comme sa forme la plus puissante? Oui. Très probablement. Pourtant, cette forme, Luffy la considère comme celle dans laquelle il se sent le plus libre, comme il le disait à Bonnie au début d'Egghead. Donc, si le Domi-Riversi de Ymue ne fonctionne pas sur lui, c'est peut-être car il est simplement trop pur. Voilà tout. Il n'a pas besoin de plus de force, vu que sa propre force est sa liberté. Quant à Loki, est-ce parce qu'il n'a aucun rival? Loki se sait tout puissant, Loki n'a peur de personne, et même en pensant que Shanks ait pu le vaincre, on ne sait finalement pas exactement ce qui a pu se passer quand on voit qu'il a été capable de blesser Ymue dans ce chapitre. J'ai quand même un doute que Shanks ait la puissance pour maîtriser le monstre possédant le pouvoir d'un géant antique, mais aussi d'un Zoan mythique comme Nidhogg et comme Ragnir. Loki se considère comme le dieu soleil destructeur. Il a toujours roulé sur Elbaf et n'a jamais affronté d'adversaire plus puissant, si ce n'est Chebek quand il était enfant. Là où je veux en venir, c'est que si le Domi-Riversi est inefficace face à Luffy pour son manque d'ego, peut-être qu'il en est de même avec Loki qui, à l'inverse, se sait le plus puissant et ne ressent pas le besoin d'une force supplémentaire. Pas de domination possible, ni sur l'un ni sur l'autre, Ymue ne peut pas pactiser avec
avec eux. Pour en revenir à Imu et Joy Boy, je traduis leur discussion comme si c'était Joy Boy qui parlait, simplement car il est au premier plan et qu'il a la bouche ouverte, mais à tout moment, ces paroles viennent de Imu en personne. Difficile d'être sûr pour l'instant, mais si j'ai un argument supplémentaire, un gros argument supplémentaire même, qui va sûrement vous choquer. Je vais vous demander si ce texte et la scène ne vous disent rien. Le « j'ai pas raison, n'est-ce pas ?» venant possiblement de Joy Boy et le rire de ce même personnage, est-ce que ça ne vous rappelle pas une scène, un moment emblématique de One Piece ? Bon, si c'est pas le cas, rien de grave, hein. Au contraire, la surprise n'en sera que meilleure. Car je pense que ce que j'ai trouvé permet littéralement de trouver la vraie identité de Joy Boy. Cette phrase m'a donc sonné exactement de la même manière que le grand discours de Teach à Luffy sur Jaya. Jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves. J'ai pas raison ? Là, je me suis dit qu'il est vraiment très important de comparer les deux textes en japonais pour être sûr que la traduction n'est pas foirée quelque part. Et non, c'est bien les deux mêmes phrases qui sont utilisées, à quelques différences près. Le sens et l'expression sont exactement les mêmes, mais avec une intensité différente. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte que l'une des premières paroles de Joy Boy que nous avons, après le flashback d'Emmet, soit similaire au premier discours des premières interactions de Teach avec Luffy. Alors, les souvenirs d'Imu des paroles de Joy Boy viendraient après que celui-ci ait parlé non pas que de la liberté des hommes, comme je le disais, mais aussi des rêves. Car d'après Joy Boy, jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves ni à leur liberté. Mais alors, qu'est-ce que je sous-entendais en disant avoir trouvé la vraie identité de Joy Boy ? Eh bien, Joy Boy serait de son vrai nom Davy D. Jones, l'ancêtre de Davy D. Chebek et Davy D. Teach. Je sais, ça pose problème à cause du chapitre 1164. Dans celui-ci, Davy D. Jones et Joy Boy sont bien scindés en deux entités à part par Chebek et Imu. Mais regardez à quel point c'est bizarre. Chebek dit que Davy Jones a fait une promesse et a une volonté qui doit être transmise et tenue par quelqu'un, exactement comme pour Joy Boy qui doit accomplir quelque chose à son retour. Davy D. Jones était aussi un adversaire qu'Imu craignait, tout comme il semble craindre le retour de Joy Boy. Davy D. Jones était d'après Chebek l'ancien roi du monde. Or, Joy Boy était également assez important à l'époque pour tenir de grandes relations diplomatiques avec d'autres pays tels que l'île des hommes poissons ou Wano Kuni. Et pour finir, Joy Boy est celui ayant regroupé apparemment le plus grand nombre de trésors qu'on nomme le One Piece. Bien plus tard, Davy Jones est quant à lui l'un voire le pirate légendaire le plus notable, connu pour avoir été banni au fond des océans, là où coulent tous les trésors des pirates qui ne gardent que pour lui. On ne peut donc pas renier les similitudes qu'ont Joy Boy et Davy Jones, qui sera expliqué un jour ou l'autre, mais pour l'instant, la théorie permet d'imaginer ces deux personnes en une seule entité. Le nouvel argument serait alors que dans ce chapitre, Joy Boy tenait exactement les mêmes propos, voire le même discours que tiendra Marshall D. Teach 800 ans plus tard. Et on peut aller plus loin, appeler ça de la surinterprétation si vous le souhaitez, mais lors de la première apparition de Joy Boy dans le chapitre 1122, nous le voyons les bras bien écartés vers le ciel, mais aussi assis en tailleur face à Emmet. Dans la scène où Teach parle à Luffy des rêves des hommes, nous le voyons assis en tailleur et nous voyons les bras bien écartés vers le ciel également. Si la silhouette de Teach était aussi fine que Joy Boy, on n'y verrait absolument aucune différence. Bref, tout ça pour dire que Teach aurait les mêmes paroles que Joy Boy et en tant qu'héritier des Davy, c'est suffisant pour imaginer que Jones était peut-être l'ancien Nika du siècle oublié. La théorie a une grosse fragilité, mais gardons-la dans un coin de notre tête. Moi, je reste quand même persuadé que Imu et Joy Boy débattaient sur les rêves et la liberté des hommes. D'ailleurs, en parlant d'Imu, vous aurez constaté deux choses importantes. Premièrement, il est dans la même tenue que sur Marie-Joise, loin de son apparence de démon actuel, donc il faut croire que ce qui se cache sous cette longue tunique noire est sa véritable apparence, et donc on ne l'a toujours pas vraiment vu. Et deuxièmement, vous aurez remarqué qu'Imu ne porte pas sa couronne emblématique, tout comme depuis sa venue sur Elbaf d'ailleurs. Donc, à cette époque, il n'était peut-être même pas roi, car n'oublions pas que normalement, Imu était roi d'un pays, à lui, comme les Nefertari et les Don Quichotte, et si lui et Joy Boy ont fini par se déchirer et s'opposer, alors cette scène entre les deux doit remonter dans la jeunesse de ces personnages. Joy Boy n'était peut-être que de l'âge de Luffy ou dans ses environs. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer que ce flashback se dévoile un peu plus lorsque Luffy arrivera au combat, chose qui va semble-t-il avoir lieu très bientôt. En effet, Luffy dit ressentir un grand danger et vouloir combattre à 100%. Il est donc en train de bien prendre le temps de se régénérer. Pour la première fois depuis Onigashima et même depuis la première fois tout court en fait, on va avoir un Gear 5 au maximum de son potentiel. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Peu importe, car de toute façon, plus le temps passe, plus il devient indispensable pour Luffy d'évoluer. Chaque nouvel arc lui fait rencontrer un adversaire toujours plus fort et aujourd'hui, il va devoir faire face à quelque chose qui dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. On n'est plus face à un simple pirate, ni à un Shichibukai, ni même à un empereur. Là, on parle
de celui qui se tient au sommet du gouvernement, mais aussi de Dieu lui-même. Si Ener prétendait en être un, Ymue en est à un stade inatteignable. Car ici, on parle bien du roi du monde, celui qui a été en mesure de défaire Joy Boy, l'homme dont le haki des rois semblait déjà inégalé, et ancien porteur du fruit de Nika, le même que possède aujourd'hui Luffy. Alors comment pourrait-il défaire ce monstre de puissance si même son prédécesseur n'y est pas arrivé? Luffy affirme vouloir se battre à 100%, mais au fond, ce n'est pas déjà ce qu'il fait à peu près toujours? Je veux dire, Luffy est littéralement mort sur Wano face à Kaido, il n'a donc pas combattu à 100%, mais bien à 1000%, jusqu'à ce que son cœur cesse de battre. Donc comment aller encore plus loin que ça? Si vous êtes attentif au combat de Luffy, vous avez probablement dû remarquer le schéma qu'Oda répète constamment. Luffy ne gagne jamais du premier coup, il enchaîne plusieurs défaites, des mises à l'écart, et c'est seulement après avoir compris quelque chose, une faille, un point faible, qu'il surpasse son adversaire. Si Luffy aujourd'hui battait directement Ymue, ça serait une première dans toute l'histoire de One Piece, soyons honnêtes. Mais soyons aussi sincères, ça n'aurait aucune logique ni cohérence scénaristique. Son haki est encore un peu trop faible et la maîtrise de son gear n'est que trop récente, puisqu'il ne l'a réveillé que depuis quelques semaines à peine sur Wano Kuni. Alors comment peut-il vaincre Ymue? Mais surtout, peut-il évoluer en si peu de temps? Même si Ymue le domine sur tous les plans, Luffy possède quelque chose que personne ne peut vraiment égaler, la force des sentiments. Alors, dit comme ça fait très shonen, gnangnan, est-ce que vous voulez, mais c'est pourtant au cœur même de son pouvoir. Ce qui fait la force de Luffy, ce n'est pas juste sa puissance physique ou son fruit du démon, c'est sa détermination à vouloir protéger ses amis. Non, pas seulement protéger ses amis, mais bien leur rendre leur liberté. C'est là la volonté même qui anime Luffy, la volonté du dit. Le pouvoir de Luffy est en fin de compte véritablement le principe même du Tsunachi. Un cri, un mot, une rage qui se transforme en force et qui parvient à défaire n'importe quel ennemi. C'est probablement ce qui lui permettra non seulement d'atteindre Ymue, mais aussi de toucher l'un des plus grands points faibles de ce personnage qui ne vit lui que dans la solitude et l'enfermement depuis maintenant plus de 800 ans. Mais même avec ça, la détermination seule ne suffira pas. Il lui faut acquérir un nouveau pouvoir, une nouvelle forme de puissance, peut-être une évolution de son haki ou une nouvelle manière d'exploiter son Gear 5. C'est là qu'on peut alors imaginer toutes sortes de choses. D'abord, Loki pourrait jouer un rôle clé, il pourrait lui transmettre une forme d'énergie, un peu comme lorsqu'il a déclenché des éclairs dans sa forme de Nidog et que Luffy en a saisi un pour attaquer Summers, ce qui montre déjà que Luffy est capable de capter et d'utiliser une énergie extérieure comme il avait déjà fait avec Kaido. Ensuite, Lilith pourrait elle aussi intervenir, on l'a déjà vu amplifier la puissance de Franky avec son super Vega Cola. Dans cette même logique, elle pourrait fournir à Luffy une source d'énergie supplémentaire, une sorte de catalyseur pour pousser encore plus loin ses capacités. L'arbre d'Adam pourrait également entrer en jeu, pourquoi pas, s'il fonctionne en miroir avec l'arbre d'Ève, dont les racines apportent la lumière aux hommes poissons, alors on peut imaginer qu'Adam dégage une énergie unique du fait de sa solidité extrême depuis tant de décennies, une énergie ancienne, presque indestructible, capable de nourrir ou peut-être d'amplifier un pouvoir comme celui de Luffy, le transformant en une sorte de géant antique, sachant que Luffy prend toujours une forme de géant en utilisant son Gear 5, là ça serait un stade supérieur. D'autant que ce même arbre d'Adam tire son énergie des racines du monde souterrain, là où le soleil n'y apparaît plus. C'est une sorte d'énergie un peu obscure qui nous conduit justement à la dernière hypothèse la plus extrême, Luffy pourrait absorber la flamme noire d'Ymue. À la manière des ombres de Gecko Moria, il pourrait intégrer cette énergie en lui et atteindre une forme différente, le Nika de la destruction, une entité divine à laquelle certains géants croient encore aujourd'hui. En bref, si sa capacité à obtenir une nouvelle force reste encore aujourd'hui à déterminer, ce dont on peut être sûr, c'est que partout où Luffy passe, le monde change radicalement. Chaque combat laisse derrière lui des ruines pour ainsi balayer l'obscurité et faire apparaître l'aube d'un nouveau monde. Il détruit Arlong Park, car c'est ici que Nami a souffert. Il envoie Ener s'écraser sur la cloche de Shandora pour faire retentir son son à travers le temps. Il fait chuter Onigashima et libère le peuple de sa menace et de celle du dragon qui planait dans les cieux durant des décennies. À chaque fois, la destruction est nécessaire pour pouvoir renaître. C'est ça, au fond, la véritable nature de son pouvoir. La destruction, car pour être libre, il faut briser les chaînes. Et c'est pourquoi quelque chose devra forcément être détruit à Elbaf. Peut-être une partie de l'arbre d'Adam, si Luffy en venait à projeter Ymue contre lui, un peu comme il avait fait avec Noah. Mais la meilleure option pour moi est sans doute le château d'Harald, un lieu chargé d'histoire, car il est à la fois le lieu d'assassinat d'Harald par son propre fils, mais surtout le point de départ de toute l'histoire de ce personnage, car c'est ici que se trouve Abyss. Voir ce château tomber serait une forme de délivrance, aussi bien pour Loki que le mal qui ronge aujourd'hui sa terre natale, car c'est bien par lui qu'Ymue et les chevaliers divins ont pu infiltrer la terre des géants. En le détruisant, Ymue pourrait soit disparaître et être renvoyé à Marie-Joise via ce portail
portail dimensionnel qui se referme, soit à l'inverse, être coincé ici à Elbaf. Si on penche pour la première option, alors elle laisserait le combat inachevé, mais surtout elle marquerait une étape, parce que Luffy comprendrait une chose essentielle, il n'est pas encore prêt. Il lui faudra encore un nouvel entraînement, non plus aux côtés de Rayleigh, mais bien aux côtés de Gaban, ce même Gaban qui lui avait dit dès leur première rencontre de revenir le voir avant de quitter l'île. De cette façon, après avoir découvert les bases avancées du Haki, Luffy pourrait enfin chercher à les maîtriser pleinement, aux côtés de l'autre aile, du roi des pirates. Et vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? L'avez-vous kiffé? Avez-vous des choses à dire ou des choses sur lesquelles râler? Dites-moi tout ça en commentaire, c'est bon, vous êtes libérés, car c'est l'heure de la fin de cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré cette review, je sais pas si la semaine prochaine il y a chapitre ou non, mais de toute façon on se retrouve pour une nouvelle vidéo à coup sûr. En attendant, vous pouvez rejoindre ma chaîne secondaire, la rediff du chapitre 1181 est déjà en ligne, ainsi que le 1180 et 1179 d'ailleurs. Je vous remercie les bros, portez-vous bien, des bisous, peace.